Bonjour Didier. Bonjour. Alors merci de m'accueillir dans votre propriété, votre domaine, Léon Barral, avec votre épouse Martine aussi, qui est juste à côté de nous. On est dans le sud de la France, à Lantéric. Lantéric, exactement. C'est un petit hameau juste à côté de Béziers. Avec vous, on inaugure le sujet sur le vin dans ce podcast parce que vous êtes le premier, on dit vigneron, c'est ça? Comment Oui, vigneron. Vous faites oui. tellement de choses que c'est compliqué de résumer comme ça, mais on peut dire ça. Donc ici, on n'est pas spécialiste dans ce podcast, on n'est pas des spécialistes du vin. En revanche, on est curieux. En tout cas, moi, comment je perçois le vin, peut-être c'est plus qu'une boisson, une émotion. Peut-être aussi, vous allez nous le dire, hein, mais l'expression authentique d'un terroir, de vigne et surtout d'un sol, avec toutes les interactions et les cycles qui se dégagent de cette boisson, quelque part. Vous avez réussi le tour de force de transformer une monoculture en un écosystème résilient. À rebours des pratiques dominantes du monde viticole, il y a 30 ans, vous êtes résolument retourné vers des méthodes en lien avec la vie du sol, un travail des vignes respectueux du vivant qui favorise les interactions entre les règnes végétal et animal pour renforcer aussi l'immunité de la vigne, on va en parler. Dans ce podcast, on se questionne sur le beau et le bon au service du vivant. Ça revient un peu à être comme une espèce de quête d'équilibre ou d'harmonie. Cette harmonie, elle est fragile et elle est surtout en constante évolution. Ici, dans vos vignes, tout s'est fait à force de travail, d'observation, de choix essentiels, de prise de risque. Vous avez cru en vos observations, vos intuitions, avec beaucoup de bon sens, de courage et d'humilité. Vous faites tout pour favoriser la vie des sols. Vous avez mis en place un système qui est quasiment unique, on va en parler, mais de polyculture et d'élevage bio. Donc loin de vous satisfaire de tout ce que vous avez compris et appris, vous continuez sans cesse à interroger, à vous former, à vous informer, car le vivant a évidemment de très très nombreux secrets encore à nous révéler et peut-être aussi des secrets dont notre futur ne peut pas se passer. En tout cas, c'est un peu ce chemin, j'ai l'impression que vous avez eu envie d'emprunter. Donc moi, je suis très très contente de vous recevoir dans le podcast. Pour débuter notre interview, Didier, est-ce que vous pouvez nous raconter comment commence votre aventure avec le vin, avec le sol? Et qu'est-ce qui fait que vous avez compris qu'il y avait un problème avec les sols usés par la monoculture et quel a été le déclic de ce long et beau chemin que vous avez emprunté il y a 30 ans? Alors au départ, je reste à la propriété, mais je ne sais pas vraiment ce que je vais faire de ma vie. Parce que votre papa et votre grand-père étaient déjà vignerons, c'est ça? Alors mon père était vigneron en cave coopérative, donc ça commence à me plaire, mais j'ai peu de réponses. Et donc je commence à chercher autour de moi, à rencontrer d'autres vignerons dans d'autres régions. Et en 93, l'histoire démarre et c'est le premier millésime mis en bouteille par le domaine Léon Barral. En fait, le déclic, il est venu 2 millésimes suivants, en 95, après une sécheresse excessive. Parce que nous, actuellement, on a des canicules, alternance canicule et sécheresse. Cette année, en 2023, pour la première fois, nous avons eu en même temps canicule et sécheresse. Et en 95, donc, les réserves hydriques en sous-sol sont présentes, c'est-à-dire les nappes sont pleines, mais il y a une sécheresse de surface qui est assez impressionnante. Donc les grains sont petits, il y a une proportion donc, pendant la phase de macération de peau qui est beaucoup plus importante que le jus. Donc comme c'est la peau qui donne la couleur, la texture, la saveur, les tanins, etc., ça veut dire que ça fera des vins riches, donc des grammes millésimes. Et à la fin de la vinification, dans la cave, il y a 3 cuves qui sont au-dessus du lot. Et ces cuves-là ont plus de fraîcheur, plus de fluidité, plus d'acidité. Donc on dit c'est ça qu'on veut faire parce qu'un vin fluide se boit mieux qu'un vin tannique et trop puissant d'ailleurs. Donc on cherche et bien sûr quand on cherche on ne trouve pas. Et comme à l'époque on avait juste un salarié, on faisait tout nous-mêmes. Et là, l'année suivante, au moment des labours, je me rends compte que ce sont les vignes qui sont croisées au labour. Donc je m'explique. Si vous avez une vigne sur fil de fer, vous labourez toujours dans le même sens. Donc les charrues créent un sillon. Si vous allez dans la montagne, il n'y a pas de sillon. Donc l'eau, elle ne sait pas où aller. Elle met du temps à descendre. Mais si vous faites un sillon, que vous tracez une ligne droite, dans le sens de la pente, l'eau va descendre 100 fois plus vite. Donc elle aura 100 fois moins le temps de pénétrer dans la terre. Donc c'est quasiment 90% de l'eau qui est perdue et qui descend à la rivière. Et les vignes qui avaient
produit ce vin avec plus de fluidité et de fraîcheur, c'était des vignes qui étaient croisées au labour parce qu'on n'avait pas de fil de fer, on était en gobelet. Donc on faisait un labour dans le sens horizontal et un dans le sens vertical s'il y a de la pente. On faisait un labour en croix, un labour croisé. Qu'est-ce que ça veut dire une vigne en gobelet? Alors, une vigne en gobelet, c'est une vigne qui ressemble à un petit buisson qui n'a pas de fil de fer. Et dans le sud de la France, il y a 30 ans, il n'y avait que des vignes en gobelet parce que les vignerons avaient compris qu'il fallait se protéger du soleil. Et depuis 30 ans, il y a beaucoup de vignerons qui mettent des vignes sur fil de fer. À mon avis, c'est une grave erreur. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'une vigne en gobelet est plus protégée du soleil qu'une vigne sur fil de fer? Parce que le gobelet, comme il fait un petit buisson, il fait un parasol. Donc il empêche le soleil de taper, de sécher et de brûler la terre. Alors que si vous mettez sur fil de fer, ça fait un mur de feuilles. Et le soleil, juste avant et juste après le zénith, il va taper sur la terre, il va la brûler et la sécher. Donc la culture de la vigne en palissage, donc sur fil de fer, n'est pas adaptée au climat méditerranéen. Donc je reviens aux 3 cuves. En fait, c'est là que je comprends qu'il y a une relation intime entre la perméabilité du sol et l'acidité dans le raisin. Donc, pour perméabiliser les terres, on se met à croiser toutes les autres vignes. Donc, perméabiliser, on s'entend bien, ça veut dire la capacité du sol à garder le plus possible l'eau. Pas à garder, à absorber. À faire descendre en profondeur l'eau. Donc, y a des vignes qu'on ne peut pas faire parce que les tracteurs ne passent pas, donc j'achète une mule et on croise toutes les vignes. Ça, c'est la première étape. Et comme on a des petits tracteurs à chenilles qui appuient sur 20 fois plus de surface qu'un tracteur à roues, on compacte 20 fois moins. Donc, non content de perméabiliser, on compacte moins. Donc, le tracteur à chenilles est pour nous un élément indispensable de la culture de la vigne. Il a des inconvénients, mais en tout cas, il a cet avantage-là, qui est indéniable. Et donc, la seconde étape, ça se passe en une journée, c'est-à-dire il pleuvait, c'était au mois de juin, je crois qu'on est en 97, et je vais au village à côté, et dans les vignes des voisins labourées, il y a des flaques d'eau. Je me dis, c'est bizarre, on laboure pour pas qu'il y ait de flaques d'eau, il y a des flaques d'eau. L'après-midi, on va chercher des champignons dans la montagne derrière, et sur le plateau de la montagne, on cherche les champignons. Et là, je me rends compte, il pleuvait, il brunait, c'était une pluie fine, qu'il n'y a pas de flaques d'eau. Donc on laboure pour pas qu'il y ait de flaques d'eau, et il y en a. Et les endroits qui ne sont pas labourés, il n'y a pas de flaques d'eau en fait. Et c'est tout simple. C'est que plus on laboure, alors au début c'est bien, parce que ça perméabilise, ça permet à l'eau de pénétrer. Mais à force de labourer, on tue tous les êtres vivants qui le perforent. Alors, les vers de terre, mulots, souris, le ver blanc, les coléoptères, enfin, tout ce qui est dessous en fait. On le retourne. Alors si c'est en hiver, ça meurt parce que ça prend froid. Les insectes et certains vers de terre ils peuvent mourir. Ou sinon, les oiseaux viennent et s'en nourrissent. Donc, un labour, c'est pas très grave. Mais comme on laboure 3-4 fois par an depuis 40 ou 50 ans avec les tracteurs, il n'y a plus de vers de terre. Ils ont disparu. Donc, les sols ont perdu leur perméabilité. Donc, l'idée me vient de ne plus labourer. Mais je sais, parce que mon père est encore présent, et lui me le fait bien sentir, c'est que si on ne laboure plus, l'herbe va pousser, il va y avoir une concurrence accrue qui va faire baisser les rendements. Donc, je dis rien à mon père et avec mon frère, une petite vigne un peu éloignée, on fait moitié labour, moitié pas labour. Et chaque année, on va goûter le raisin et effectivement, il n'y a pas de résultat. On ne voit pas de différence entre la vigne labourée et la vigne pas labourée quand on goûte le raisin veille de vendange. Par contre, la grosse différence, c'est que là où c'est pas labouré, les rendements chutent de 50%. Wow. Donc comme c'est une petite vigne et que c'est la moitié, c'est pas très grave. Mais là, je comprends que si on veut le généraliser, il faut d'abord que ça ait un impact direct sur la qualité, et puis qu'on puisse revendre les vins un peu plus cher, sinon c'est pas possible. Et au bout de la 4e année, effectivement, il y a une grosse différence dans le grain de raisin quand on goûte, mais c'est pas celle que je croyais. En fait, on ne sent plus le sucre. C'est-à-dire que l'acidité et les sels minéraux ont fondu le sucre et le rendent agréable. Et là, je me dis, donc il faut arrêter les labours et le généraliser. Donc c'est compliqué parce qu'on fait quasiment toute la propriété en 2-3 ans. Et effectivement, les rendements chutent entre 40 et 50%, sachant qu'avant, là on est au début des années 2000,
sachant qu'avant, il y avait un peu plus de pluie, il faisait moins chaud, moins de sécheresse, moins de canicule, etc. Donc c'était, comme je dis souvent à certains jeunes qui veulent s'installer, nous on l'a fait au bon moment. Parce que si jamais on achète une vigne là maintenant, c'est très compliqué, parce que la chaleur permet pas, ou alors il faut le faire une rangée sur 2, il faut amener beaucoup de matière organique, enfin il faut vraiment se donner les moyens, parce que sinon les vignes meurent. Le stress est trop fort. Le vent du nord qui assèche la terre souffle longtemps, beaucoup plus longtemps qu'avant. Le climat a changé. Donc le faire maintenant, c'est un peu plus compliqué. Mais avant, la seule complication, c'était la chute des rendements. Donc il a fallu augmenter petit à petit le prix des vins. Et comme la clientèle a suivi, on a continué dans cette direction. Mais là, quand vous faites ça, tout le monde vous rayonnez, enfin vous prend pour un fou, parce que personne ne faisait ça à ce moment-là, en tout cas. Alors, ici. au début, ça fait un peu rire. On est pris pour un poète, ce qui est plutôt sympathique. Après, ça se gâte, oui, effectivement. Oui, ça se gâte. Ça se gâte parce qu'on ne fait pas comme les autres, quoi, en fait. C'est juste ça. Et puis, il y a quand même pas mal d'ignorance. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas. Et donc, c'est là que c'est compliqué, quoi. Voilà. Mais c'est moralement, c'est tout. Hein. Il suffit de passer le cap. Moi, comme mes amis n'étaient pas dans le village ou juste à côté, ils étaient plutôt à l'extérieur. Donc, ça ne m'a pas trop dérangé, quoi. Mais c'est vrai que le regard change. Mais si on est déterminé, on continue, quoi. Et il ne faut pas que ce soit un frein, quoi. Voilà. Mais voilà, la question que je me pose là, c'est qu'est-ce qui vous fait tenir pendant les 4 ans pour que, au début, vous ne voyez aucun résultat, mais vous continuez quand même. Vous aviez une intuition, parce que c'est là où tout le monde s'arrête souvent, parce qu'on veut un truc tout de suite. Alors, on a fait encore plus fou. Hein. On a eu planté carrément de la vigne dans les bois, 1000 souches, on a essayé. Et en 2003, avec la canicule, tout est mort. Parce que les arbres étaient en place. Hein. C'était magnifique, hein, c'était à voir. Hein. Et ça n'a pas tenu parce qu'on est sur des chênes verts et il y avait un peu de bruyère, quelques arbousiers, des lentisques. Et en fait, ça n'a pas résisté. Parce que je crois que l'erreur, c'est qu'il faut implanter en même temps la vigne et les arbres. Que tout le monde pousse ensemble et surtout choisir des arbres qui sont en harmonie avec la vigne. Or, le chêne, ça mycorhize pas pareil. Et puis surtout, le chêne étouffe la vigne. Donc, ça a été une première erreur, mais c'était un peu fou, quoi. Oui, c'était un peu... Qu'est-ce que ça veut dire mycorhizer ? Alors, la mycorhize, c'est un champignon qui vit sous terre. La truffe est une mycorhize, mais c'est la seule qu'on peut manger, je crois. C'est un champignon qui vit sous terre, comme beaucoup de champignons d'ailleurs. Ça vit sous terre. Et quand on ramasse le cèpe ou la girole, c'est le fruit qui sort. Parce qu'en fait, la mycorhize est dessous. Et quand elle sent que c'est humide en haut, elle fait sortir ses fruits pour que les spores après se répandent et se multiplient. C'est pour ça que le champignon ne pousse pas quand c'est sec. C'est toujours après une pluie qu'il pousse le champignon. Parce que sa mère qui est dessous sent qu'il y a un moyen de reproduction, parce que c'est reproduction par spore, donc il faut de l'humidité, sinon ça ne marche pas. Et donc, quand on cueille un champignon, c'est le fruit. La maman est dessous. Et c'est comme une toile d'araignée, en fait. Et il y en a certaines qui se fixent sur les racines des plantes. Elles prennent un peu de carbone à la plante. Je schématise, hein. Et en échange, elles lui donnent des sels minéraux et de l'eau. Okay. Donc, l'échange est surtout bénéfique pour la plante qui se laisse mycorhizer. Mais si on laboure profond, si on emploie des pesticides, bien sûr, la mycorhize, elle va disparaître. Donc, la plante va perdre un allié qui a la faculté de pouvoir multiplier la surface racinaire par 1000. Par 1000 ? Donc, vous imaginez un peu l'impact que la mycorhize a sur les racines de plantes. C'est énorme. C'est même quelque chose c'est vraiment génial, quoi. Ah oui, oui, oui. Et donc, malheureusement, quand on laboure, quand on emploie des produits chimiques, on les tue, quoi. Et surtout, quand on nettoie sa vigne du mildiou ou de l'oïdium, on emploie des fongicides. Donc après, quand il pleut, il tombe par terre et il nettoie aussi ce qu'il y a en sous-sol, quoi. Et comme ça ne se voit pas, c'est un être vivant qui a été découvert, je crois qu'il y a 50 ou 60 ans. On ne savait pas que ça existait avant. On a du mal à le voir à l'œil nu, donc... mais là, depuis, il y a des recherches qui sont vraiment axées là-dessus.
Et on commence à comprendre l'importance de la mycorhize sur la plante, qui lui amène une immunité, qui lui amène des oligo-éléments, des sels minéraux, de l'eau. C'est énorme. Ouais. Mais comment l'eau? Parce que du coup... Eh bien, elle le transporte par ses... Alors exactement, je ne sais pas l'expliquer, Ouais. mais elle le transporte par ses fibres, quoi. Parce qu'elle va plus profond que les racines du... Elle va plus profond, puis elle va des endroits où la racine ne va pas. Alors après, exactement, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas négliger. Et donc, le fait d'arrêter les labours, bien sûr, on a des mycorhizes. On a fait des analyses et on a pris même chez des voisins qui étaient d'ailleurs tout à fait d'accord qu'on avait pioché dans la vigne. Effectivement, on a beaucoup plus de mycorhizes qu'une vigne cultivée normalement, quoi, conventionnellement. Donc, ça a un avantage, c'est qu'avec la même pluie, la vigne va en profiter 3, 4, voire 10 fois plus, quoi. Par contre, la vigne n'aura pas plus de vigueur, il n'y aura pas plus de raisin, mais il y aura plus de complexité, plus d'immunité dans la plante, plus de saveur dans le raisin, etc. Ce n'est pas spécialement quantitatif. C'est qualitatif. Voilà, c'est plutôt qualitatif. Donc ça pourrait peut-être demain être une expérience à mener de planter, ce que vous disiez juste avant, des vignes en même temps qu'une petite forêt avec une diversité d'essences d'arbres qui fonctionne bien en complicité avec la vigne. Voilà, c'est là qu'il ne faut pas se tromper, parce qu'à ce moment, c'est la mode de l'agroforesterie, et il y en a, ils mettent des essences qui sont, à mon avis, qui ne sont pas compatibles avec la vigne. Parce que la vigne, elle est mettre à côté de qui, en fait? Le pêcher, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a la pêche de vigne, ça on est sûr. Malheureusement, le pêcher, c'est pas un arbre qui pousse haut, qui est grand, mais qui peut aller avec la vigne. On en a fait des essais, il y a une quinzaine d'années, on a mis des pêchers dans les vignes, parce que je savais qu'avant, il y avait des pêchers dans les vignes. Et il y a longtemps. Et avant, dans les vignes, il y avait des oliviers, il y avait des amandiers, des cerisiers, des abricotiers, il y avait de tout parce qu'il n'y avait pas de supermarché, donc il fallait que les gens aient à manger toute l'année des fruits secs, des fruits à pulpe, etc. Donc, c'était nécessaire. Le gars qui n'avait pas d'arbre dans ses vignes, il manquait quelque chose, quoi. Il mangeait moins que les autres, quoi. Donc, chaque fois qu'il y a une souche qui mourait, il mettait un noyau, par exemple, ou il greffait un pêcher, etc. Et donc, c'était une évidence, l'agroforesterie, avant. Et ça marchait. Maintenant, on veut le faire de manière systématique et avec des arbres qui ne sont pas spécialement adaptés à la vigne. Mais ça, c'est quand même un autre sujet parce que c'est une bonne chose, parce que l'arbre ferait de l'ombre à la vigne. Et ça, c'est important maintenant. Chez nous, en climat méditerranéen, ça devient difficile avec les canicules qui se suivent. Donc, en fait, c'est en modifiant le sol que vous faites évoluer votre vin, quelque part, que vous avez fait pendant toutes ces années un peu évoluer votre vin. C'est comme ça, en fait, vous travaillez surtout le sol. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce système, en fait, comment vous faites? Alors, on s'est mis à la polyculture un peu par hasard. Ça me paraissait évident, mais je ne savais pas par où commencer. Et au début, avant de faire du vin, en 91, j'achète un cheval, une petite jument pour m'habituer aux animaux parce que je voulais labourer au cheval. Et chaque fois que j'allais voir cette jument, sous le crottin, il y avait des vers de terre. Je me dis, c'est super. À ce moment-là, c'est mon père qui décidait. Donc, je lui dis, papa, il faut mettre du fumier. Et c'est compliqué parce que le fumier, il arrive en benne, il faut le mettre à la fourche. Enfin, c'est pénible, c'est salissant, c'est harassant, quoi. C'est vraiment... Alors, avant, mon père, lui, il le mettait dans des sacs, c'était des petits bouchons, c'est de l'amendement organique, mais industriel. Et donc, on commence à mettre du fumier partout pour justement avoir des vers de terre. Et chaque fois que je soulevais une plaque de fumier, sous le fumier, il n'y avait pas de vers de terre. Donc, je me dis, il y a un truc qui ne va pas là. Et je ne comprends pas. Et j'ai mis plusieurs années à comprendre. Et c'est le jour où j'ai acheté un livre sur les vers de terre que je comprends que le ver de terre a une peau extrêmement sensible parce que c'est un animal qui a une entrée et une sortie. Et cet animal a des muqueuses. Mais pas des muqueuses spécialisées comme les nôtres. Il y a tout en un. C'est-à-dire que lui, il est sensible au toucher, il est sensible au bruit, il est sensible à la lumière, il est sensible aux odeurs, à plein de choses. Mais ce sont des super muqueuses, en fait, qui sont extrêmement sensibles. Et la différence entre le crottin de cheval et le fumier, c'est que dans le fumier, comme c'est issu d'une étable, il y a de la paille, de la crotte et de l'urine. Et c'est l'ammoniac de l'urine qui le brûle. Donc il n'aime pas. Alors que si on fait du pâturage, au début j'étais dans des prés, le cheval va uriner à droite et faire la crotte à gauche, le crottin à gauche. Jamais au même endroit. Là, ça va. Donc là où il y a l'urine qui tombe, il y a de l'herbe grasse qui pousse avec beaucoup d'azote. Et là où il y a le crottin ou la bouse qui tombe, il y a des plantes un peu différentes parce qu'il avait mangé ailleurs, donc il transporte aussi des graines avec lui.
Et là, arrivent rapidement des mouches, des coléoptères qui viennent pondre, et surtout les vers de terre, au bout d'1 mois et demi, quand la carapace devient comme un casque, c'est-à-dire impénétrable par les oiseaux, il sait qu'il est protégé, et il monte et il vient se nourrir. Et là, ils se rencontrent et ils se reproduisent. Donc, le pâturage favorise la reproduction du ver de terre. Mais il faut faire attention que les animaux ne soient pas vermifugés. Donc, quand j'ai appelé des éleveurs au-dessus, que j'ai commencé à demander si quelqu'un pouvait venir, et chaque fois je posais la question, est-ce que les animaux sont vermifugés? Ben oui, tous les animaux sont vermifugés 1, 2, 3, 4 fois par an, ça dépend des élevages. Et pourquoi? Parce que c'est une norme, c'est une habitude? Parce qu'un animal qui a des vers, ben, il ne grossit pas. Donc il y a une perte de rendement pour la viande, pour le lait. Ah. Donc on vermifuge tout le monde, comme ça on est tranquille. Mais c'est pas bon pour la viande, c'est pas bon pour les bactéries qui s'adaptent, etc., etc. Donc en plus le vermifuge, si elle reste en laitable, c'est moins grave. Mais si elle sort dehors, comme ça reste 3 mois ou 2 mois à l'intérieur de l'intestin, quand elle sort dehors, que la bouse tombe, tous ces insectes qui viennent pour se nourrir, se reproduire et s'y cacher, mais ils meurent tous. Parce qu'ils ont... Il reste du vermifuge à l'intérieur de la bouse, bien sûr, pendant longtemps. En plus, non content de tuer la biodiversité, ça abîme aussi le biotope de la microflore intestinale. Ouais. Donc vous, quand vous vous rendez compte de ça, vous dites, donc je vais acheter, enfin vous allez amener dans vos vignes des vaches, des cochons, enfin voilà. Je suis obligé de créer un troupeau. Créer un troupeau. Donc au départ, on démarre avec des chevaux, parce que la vache, pour moi, c'est pas possible de mettre les vaches dans les vignes, j'y pense même pas. Et puis par rapport à la biodynamie, l'histoire des vaches, que la vache est sacrée dans certains... J'essaye de comprendre. Ouais. Et effectivement, le crottin de cheval, c'est des godets qui s'ouvrent facilement et qui sèchent. Et la vache, c'est pas pareil, parce que c'est un ruminant. Et ça fait un pâté qui est posé sur le sol. Et il n'y a pas d'air qui passe à l'intérieur. Et ça se colle vraiment bien. Ils mangent à peu près les mêmes plantes, mais c'est pas pareil. C'est mieux. Et d'abord, il y a beaucoup plus de bactéries, et puis surtout, c'est vraiment un lieu de rassemblement d'une grosse partie des arthropodes, notamment les coléoptères qui viennent pondre là, les gros vers blancs, qui eux, pour se cacher, pour ne pas être mangés par le museau du sanglier, sont obligés de creuser jusqu'à 30 cm ou 40 cm de profondeur pour se cacher, et ressortir une fois métamorphosés, c'est-à-dire en carapace et pour s'envoler. Parce que les sangliers adorent ces vers blancs qui sont pleins de protéines. Et donc eux aussi creusent des galeries sous la bouse. C'est ça, c'est qu'en fait, en se cachant, ils aèrent le sol. Exactement. Donc, les vers de terre, le problème, c'est que si vous allez dans une vigne qui a été labourée depuis 40 ans, assez profondément, les vers de terre ont quasiment disparu. Il n'y en a plus. Donc, si vous démarrez sur 1 hectare de vigne, où il ne reste que 1000 vers de terre, avant d'arriver à 1 ou 2 millions, c'est-à-dire ce qu'il y avait avant qu'on laboure, il faut 10 ans ou 20 ans. Ça n'existe pas une ferme d'élevage de lombric ou de vers et on les met? Alors souvent, c'est pour faire du lombricompost. Ce sont des vers de terre de surface. Donc, ce qui nous intéresse, c'est du ver de terre de profondeur. Et ceux-là, ils sont sur le lieu et ils sont rares. Et je ne crois pas qu'il y ait des gens qui se soient amusés à les faire reproduire, quoi. Mais le mieux, c'est de les faire reproduire sur le lieu parce que ils sont adaptés à la géologie du sol, ils sont adaptés aux plantes qui y poussent, à la pluviométrie, au climat. Donc le mieux, c'est de démarrer nous-mêmes. Mais donc pour ça, il faut arrêter de labourer, il faut faire du pâturage. Donc le pâturage, on le fait en hiver, quand les feuilles sont tombées, ça dure 6 mois. On passe 2 fois, c'est-à-dire novembre, décembre, janvier, et à partir de février, on repasse une seconde fois. Okay. Et après, quand les bourgeons sortent des vignes, on les enlève et on les met dans des prairies ou des bois qu'on a dû acheter parce qu'on ne s'était pas prévu. Mon père faisait que de la vigne. Oui. Donc il a fallu acheter des bois ou des vieilles vignes arrachées et on laisse en prairie. Ça permet aussi de laisser reposer les sols avant de replanter. Donc ça, c'est une étape importante et qui, à mon avis, est primordiale parce que la vache est la clé. Il faut en parler à des spécialistes de la biodiversité, mais la vache, enfin, le gros ruminant, et c'est pour ça que dans chaque continent, il y a un troupeau, il y a plusieurs troupeaux de gros ruminants. Vous prenez l'Afrique, c'est les derniers vivants sauvages, c'est les buffles. Vous allez en Asie, c'est le yak. Vous allez en Amérique, c'est le bison. Ils ont disparu, mais avant, il y en avait partout, et c'était des gros troupeaux. Pourquoi c'est la clé de voûte de la biodiversité? C'est par leur nombre et leur poids. C'est-à-dire que ce n'est jamais trois bêtes qui sont ensemble. C'est 200, 300, 400.
Donc quand ça se déplace, en gros, il faut prendre 2 ou 3 départements en France. Et il y avait un troupeau ou 2 troupeaux d'aurochs de 300 ou 400 individus qui tournaient comme ça. Et qui étaient obligés de bouger, parce qu'une fois qu'ils avaient mangé l'herbe, il n'y avait plus rien. Et puis surtout, le loup les poussait. Et ils tournaient comme ça. Et donc là, on parle d'animaux non domestiqués. Alors, Parce que à l'époque, ce n'était pas domestiqué. Mais ils se sont rendus compte, il n'y a pas longtemps, que les scientifiques ont trouvé par la recherche que là où ils trouvaient des traces de bouse de gros ruminants, je dis bien gros, parce que le mouton est un ruminant, mais ça n'a pas du tout le même impact, de gros ruminants, il n'y avait pas de traces de cendres de feu de forêt. Donc ça veut dire que cet animal, quand il arrive dans un endroit où il y a de l'herbe, soit il la mange, soit il la piétine. Donc il n'y a pas de bois embroussaillé. Les bois sont nettoyés. Le feu prend quand il y a de la broussaille et qu'il y a de l'herbe en bas. Donc lui, soit il la colle au sol, soit il la mange. Et le reste, il le met en bouse. Ouais. Donc le feu pour démarrer la bouse, c'est impossible. Il faut la déchiqueter à la main. Ce que font dans les Indes, dans les vieux villages, pour avoir du feu, ils font ça avec. Et donc, comme il était grand à l'état sauvage, c'est-à-dire c'est des animaux qui faisaient 1 tonne, comme le bison ou le yak ou le buffle, quand il levait la tête en l'air pour manger les broussailles, ça montait jusqu'à presque 3 mètres. Donc il n'y avait pas de volume à brûler pour le feu entre la canopée et le bas du sol. Donc c'est des animaux qui avaient un extrême intérêt pour la nature et pour la biodiversité. Donc j'ai des voisins qui mettent des moutons dans les vignes, mais ça a pas, c'est bien, attention, c'est bien, on est sur la bonne direction, mais ça n'a pas du tout le même impact. Et alors, à quel moment vous vous dites, bon, ok, on va mettre des vaches, je vais faire pâturer. Mais quand je vois que quand je fais pâturer les chevaux et la mule dans les vignes, il y a des vers de terre sous le crottin, et qu'au mois de mai, il n'y en a plus parce que ça sèche trop rapidement. Donc, je comprends que la bouse, c'est différent, enfin, etc. Mais ça se fait... je tape jamais du poing sur la table. Ça se fait doucement, en observant, en marchant, en regardant, en réfléchissant, en observant. Et je comprends que la vache a son intérêt. Ça fait combien de temps ? Pardon. Ça, c'est le début des années 2000. Et donc, en 2000, le premier troupeau de vaches arrive. Au début, il n'y en a que 7 ou 8. Et en fait, on fait qu'un quart de la propriété. Et c'est pas assez. Donc maintenant, on a un troupeau de 60 vaches. Et on peut passer 2 fois dans toute la vigne, dans toutes les vignes. On a environ 30 hectares de vignes. Et donc, ça nous permet de faire l'ensemble du vignoble. Parce qu'avant, on ne faisait qu'un quart et on avait l'impression de ne pas aller assez vite. Donc après, les vaches, c'est pas très compliqué. Il y a de la viande, on a mélangé les races parce qu'il faut des races rustiques. Donc des races plutôt avec un pelage plutôt foncé. Parce que le pelage blanc, c'est la couleur de l'animal industriel. À l'état sauvage, le blanc n'existe pas. Donc on a croisé plusieurs races. On a commencé par les Jersey, Auroch, qui est l'ancêtre de la vache qui a été reconstituée, Salers, et là on a mis des Aubrac. Et plus on les croise, plus elles grandissent. Ah ouais. Donc comme si elles retrouvaient leur état sauvage, quoi. Et tout à l'heure, vous me disiez aussi, parce qu'on est allé visiter, vous m'avez gentiment fait visiter vos vignes dans votre 4x4 et on a vu du coup toutes ces vaches et on a vu aussi les cochons, enfin on en parlera peut-être tout à l'heure, mais et vous me disiez que les vôtres, elles buvaient moins, enfin c'est des races aussi qui sont... Alors ça c'est une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps en disant qu'effectivement les vaches industrielles, comme les charolaises qui sont énormes, elles boivent... quasiment 2 fois plus d'eau que les autres. Alors elles sont poussées au sel, mais pour qu'elles boivent plus. Et puis la corpulence, quoi, fait que ça fait des animaux qui, à l'état sauvage, n'existeraient pas. Ça peut pas exister. Ça peut pas courir, ça peut pas fuir. C'est pas le but, vous me direz. Le but, c'est de faire du rendement. Donc ces animaux-là, à l'état sauvage, ils n'existeraient pas. Le problème, c'est que plus il y a de lait et plus il y a de viande, et moins il y a de goût. Donc, parce que c'est dilué aussi, c'est bah ça, oui, c'est que c'est la dilution. Donc à un moment donné, il faut choisir, quoi. Voilà. Le problème, c'est que le goût, ça se paye. Et donc on peut pas... il n'y en a pas pour tout le monde, quoi. Voilà. Ça, c'est un problème. Bah, c'est une autre alimentation raisonnée, autrement peut-être un peu plus parfois végétale à certains moments, pour que du coup, quand il y a une consommation de viande, elle soit d'une qualité avec un goût qui soit peut-être... il suffit d'en manger moins. Mais en tout cas, nous, les vaches, chez nous... Donc vous, en fait, vous êtes viticulteur, vous avez plusieurs métiers. Vous vendez à des restaurateurs un peu. En fait, je fais ce que faisaient les anciens,
parce que tout le monde avant était en polyculture. On s'est spécialisé, c'est Pisani, sous De Gaulle, qui a fait le remembrement, les prêts bancaires à taux bonifié, etc., qui ont modifié le fermage pour que le locataire soit mieux installé et moins de risque de perdre son fermage. Donc tout ça a engendré une espèce d'agriculture qui s'est spécialisée pour faire du rendement et pour ne pas perdre du temps. Et malheureusement, tous les bocages ont disparu. Certaines maladies ou certains ravageurs qui n'existaient pas ou qui existaient tellement peu qu'il n'y avait pas besoin de les traiter sont apparus. Donc ça a quand même modifié pas mal de choses. Sur la vigne, c'est le ver de grappe. Quand les haies disparaissent, on a du ver de grappe. Donc on gagne d'un côté mais on perd de l'autre. Donc je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Sachant que les produits chimiques, à un moment donné, il faudra qu'on se mette autour de la table et qu'on décide de ne plus en utiliser parce que ça ne pourra pas durer. L'eau est polluée, tout est pollué. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on prenne une décision. On ne peut pas continuer comme ça. Être en polyculture, c'est quoi l'histoire? C'est que ça demande plus de bras, plus de main-d'œuvre. Malheureusement, jusqu'à présent, il y a eu une exode rurale. Si les gens sont partis, c'est que c'était dur. Donc, pour faire revenir les gens, c'est très compliqué. Il y a peu de gens qui veulent faire ce travail-là. Et donc, si on veut retourner à un système de polyculture, il va falloir que les gens qui ont envie de faire ça, il va falloir remonter les manches, quoi, tout simplement. C'est pas compliqué. Simplement, il faut transpirer un petit peu, quoi. Et ça transpire plus dans les salles de sport actuellement que dans le travail agricole. Enfin, c'est frustrant, quoi. C'est frustrant. Oui, mais il y a peut-être aussi toute une génération tellement en perte de sens qu'en fait, c'est peut-être d'autres organisations imaginées, je ne sais pas, mais peut-être qu'en fait, quand on fait... c'est ce qu'on entend aussi quand vous parlez, c'est votre amour pour tout ce que vous faites, même si c'est dur, c'est que vous n'avez jamais arrêté. Or, vous auriez pu 150 millions de fois faire autre chose, quoi. Et vous êtes là parce qu'en fait, il y a quelque chose qui vous avez l'impression de participer peut-être à un truc plus grand que vous, et puis c'est pour les générations futures, et puis il y a vraiment ce souci de prendre soin du sol, parce que ce qui fait qu'on peut vivre sur cette terre, en fait. Oui, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un mouvement. Et oui, il y a un mouvement, mais moi j'ai l'impression qu'il est intellectuel, ce mouvement. En pratique, on voit des gens qui viennent, mais ça ne reste pas parce que c'est dur, tout simplement. Il ne faut pas chercher... très longtemps, c'est la dureté du travail qui fait qu'on en parle, mais après quand on y est, puis alors quand vous avez des animaux, il y a la dureté du travail, mais c'est le fait qu'on ne peut plus partir quand on veut, il faut quand même une certaine présence. Si les animaux ils échappent, alors qu'il y a les raisins qui sont à côté, et voilà, il faut y être. Tout manger. Voilà, et donc il faut faire attention, il y a une présence et une responsabilité avec les animaux. Et puis s'il y en a un qui se fait mal, voilà. Donc on ne peut pas du jour au lendemain décider de faire ça. Moi quand j'ai voulu des vaches, je me suis renseigné pendant 2-3 ans comment elles vivaient, ce qu'elles mangeaient, etc., pour faire un minimum de bêtises. Si j'étais jeune et que je n'avais pas été installé, je serais allé faire des stages ou des formations chez des éleveurs. Mais comme j'étais installé, je ne pouvais plus. Mais on ne peut pas faire ça du jour au lendemain. Par exemple, on a des cochons noirs. C'est pareil, je suis allé voir plusieurs éleveurs le week-end et je discutais avec eux, tout ça. Et on a pris bien sûr une race noire comme le cochon gascon. Alors pourquoi Parce que dans l'industrie, tous les animaux sont blancs, parce qu'ils grossissent plus vite. À l'état sauvage, un animal blanc, il ne vit pas longtemps, parce qu'il est prédaté, parce qu'il se fait remarquer, soit par un rapace, soit par le loup, soit par le renard, ça n'existe pas, un animal blanc, à part quelques oiseaux et dans le pôle Nord. Et donc, ces animaux noirs sont en général rustiques, de couleur foncée, pas spécialement noire. Et donc, cette rusticité fait qu'il y a moins besoin de s'en occuper. Ils peuvent gambader, ils peuvent fouiller, ils s'adaptent plus facilement à la difficulté du climat ou de la nature, etc., quoi. Et donc, nous, on n'a toujours eu que des animaux rustiques. Parce que, d'abord, c'est important de perpétuer la race, parce que le cochon noir a failli disparaître. Et on revient au goût. C'est juteux, ça n'a rien. Quand on mange la viande de cochon noir, ça n'a rien à voir avec ce qu'on achète, mais vraiment rien à voir. C'est comme un nouveau nom, quoi. On a l'impression qu'on goûte une autre viande, quoi. Ouais. Tellement c'est succulent. Et donc, ça aussi, c'est pareil, ça a un prix, parce que le cochon blanc, en un an, il fait 180 kilos, et le cochon noir, pour faire 200 kilos, il faut 3 ans. Donc, voilà, tout simplement, ça c'est simple à comprendre.
Là, je reviens un tout petit peu parce que tout à l'heure en balade, on a justement croisé sur certaines villes, vous êtes en train de mettre du BRF. Vous pouvez juste nous expliquer un petit peu justement comment vous nourrissez on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure avec les bouses, mais le BRF, c'est autre chose. Alors, le BRF, c'est exactement, ça veut dire bois raméal fragmenté. En fait, c'est des branches et des feuilles broyées. En fait, nous, quand on prend une décision de changer une méthode de culture, on regarde ce qui se passe un peu à l'extérieur, c'est-à-dire dans la nature. Et la vigne, au départ, c'est une liane qui part du sol et qui s'entoure sur les arbres et qui va chercher le soleil. Et donc, ses racines sont au pied des arbres. Donc, elle se nourrit des feuilles des arbres qui tombent. Donc, c'est plutôt une plante végétarienne. Donc, il faut qu'il y ait un peu de pâturage dans les vignes, mais il faut surtout qu'il y ait du végétal. Donc, on récupère ce fameux BRF, ces branches broyées, et on les épand au pied des vignes. Donc, on peut en mettre une pelle à chaque pied de vigne, mais on peut aussi en mettre 10 cm. Et là, par contre, c'est un travail... Là, c'est ce que vous faites. Ah oui, là, ça nous prend du temps, mais c'est nécessaire vu les canicules successives. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça apporte au sol? Qu'est-ce que ça permet Il faut protéger le sol. Donc, si vous créez un espèce de mulch sur le sol, vous allez empêcher l'humidité de remonter, s'évaporer par capillarité. Et surtout, vous allez empêcher le soleil de taper directement sur la terre, de la brûler, de la cuire et de la sécher. Parce que c'est un isolant, en fait. Et c'est la nature qui l'a créé. On le voit chaque fois qu'on va chercher champignons, on voit cette fameuse litière forestière. Donc, c'est important de remettre ça sur la terre. Parce que la vigne, disons que ça fait plutôt partie de son biotope primaire. Seulement, ça prend du temps, de l'énergie et de l'argent. Donc, on ne peut pas tout faire. Nous, on fait à peu près 5-6 hectares par an et on tourne. Voilà. Et une fois qu'on en a mis, donc c'est un gros paquet là, je sais pas, 10 cm par... Alors 10 cm, on le fait sur, par exemple, on a une vigne qui est un peu craint la sécheresse, donc on a un peu exagéré. Voilà. Et ça va durer 5-6 ans. Donc quand on le fait, c'est long, c'est dur, mais ça dure 5-6 ans. Ça a quand même un autre avantage derrière, parce qu'il y a des morceaux de bois, comme des branches, qui vont mettre 5-6 ans à se décomposer dans la terre, quoi. Voilà. Et tout ça, en fait, au fur et à mesure, vous avez vu vos raisins changer, le goût. Qu'est-ce qui s'est passé aussi par rapport à ce cheminement, ce travail du sol et donc vos rendements, vous nous en avez parlé tout à l'heure, mais surtout la qualité, les vins. Est-ce que vous avez redécouvert un peu le goût de votre terroir? Comment est-ce que tout ça s'est mêlé avec ce qu'aujourd'hui on peut déguster en achetant vos vins? Alors, déjà, la première des choses qui change quand on intervient on ne modifie pas le sol, on lui amène ce qu'il demande en fait. C'est les herbes qui poussent. Petit à petit, il y a une diversité qui s'installe au niveau de l'herbe et des plantes, des végétaux. Il y a une inversion de flore qui s'installe. Et donc, il y a une multiplication. Donc, plus un sol sera avec des plantes différentes, plus il sera équilibré. Si vous n'avez qu'une plante qui pousse dans un sol, c'est qu'il y a une carence ou un excès de quelque chose. Donc ça, c'est la première des choses qu'on a vues. Et donc, c'est positif pour le sol, mais aussi pour les vignes, pour les vaches qui viennent pâturer dans les vignes, parce qu'elles mangent énormément de plantes différentes. Donc, elles n'ont pas besoin de compléments alimentaires. Ça, c'est la première des choses. Après, sur la vigne, effectivement, on a des évolutions. On ne peut pas dire qu'on a des changements radicaux à chaque vendange, mais il y a des évolutions gustatives. On a des vins plus juteux, avec beaucoup plus de fraîcheur et de fluidité qu'avant. Ça, c'est clair. Enfin, c'est quand même extraordinaire, parce que c'est délicieux aussi. Enfin, il y a quelque chose effectivement, quand le résultat est là, on est vraiment content, parce que quand vous mettez, par exemple, des branches broyées sur le sol, il faut attendre, je ne sais pas moi, 3-4 ans avant qu'il y ait un résultat. Le premier résultat, c'est juste que ça empêche l'eau de s'évaporer, et ça protège du soleil. Mais pour que ça remonte de la racine jusqu'au raisin, il faut 3-4 ans, le temps que ce soit décomposé par les cloportes, les collemboles, les vers de terre, tout ce qui fourmille dans le sol. Il faut du temps pour que ça le décompose. Et c'est cette décomposition qui est faite par l'intermédiaire d'autres êtres vivants qui complexifie le milieu. Parce qu'en fait, si vous achetez des amendements organiques industriels, vous les mettez dans le sol et ça va en gros directement à la racine. Il n'y a pas d'intervenant. Alors que là, nous, on met du volume et dedans, on trouve même des limaces qui commencent à venir, enfin, etc., etc. Et donc, ce sont les êtres vivants qui vont le broyer, le digérer et le redistribuer en crotte. Et ces êtres vivants-là, comme ils meurent aussi, leurs cadavres participent aussi à la constitution du sol. Donc, ça amène une complexité
qui est faite en fonction du lieu, parce que nous sommes sur des schistes, l'appellation faugère, et les schistes ce sont souvent des terres avec une géologie assez pauvre. Il y a très peu de terres arables. Donc on est sur des sols fragiles. Et donc il faut faire très attention. Si vous allez dans la plaine, que vous descendez sur le Biterrois, il y a une accumulation de sédiments qui fait qu'il y a quand même une terre plutôt vigoureuse et riche. Et donc elle est moins facilement déstabilisée, déstructurée. Nous, comme en plus c'est des schistes sur des pentes, ça peut devenir un inconvénient parce que l'eau glisse plus facilement et plus rapidement sur les pentes que dans la plaine. Donc l'érosion, il faut vraiment s'en soucier. D'ailleurs, on l'a vu dans les vignes, souvent dans le haut des vignes, il n'y a plus rien et tout est descendu en bas et l'herbe a poussé en bas de la vigne. Donc il y a obligatoirement une différence entre le haut de la parcelle et le bas de la différence. Si vous labourez plus, la terre n'est plus drainée quand il pleut. Elle reste là où elle est. Il n'y a plus d'érosion. Parce que déjà la terre se fige et surtout c'est les racines des plantes qui la maintiennent. Voilà. Et donc plus il y a d'herbe dans la vigne, moins il y aura d'érosion. Tout ça, il faut le calculer et comprendre que plus il y a d'herbe et aussi pas qu'il y a moins de raisins parce qu'au bout d'un moment ça remonte. Parce que la vigne s'adapte, les sols s'aèrent, donc plus il y a de l'air qui rentre dans le sol, plus la racine va descendre. D'ailleurs, on le voit quand un vieil arbre aux alentours d'un lotissement est goudronné autour, et bien au bout de 10-20 ans, les racines de profondeur se dessèchent et c'est les racines de surface qui vont remonter pour respirer et qui sont capables d'éclater le trottoir ou le goudron pour remonter et respirer. Donc plus un sol est perméable et aéré, plus il va recevoir l'eau de pluie et plus les racines vont descendre. Donc c'est bénéfique pour tout le monde en fait, quoi. Et par-dessus tout ça, vous avez aussi planté énormément d'arbres, de haies, ce que vous me disiez tout à l'heure, à peu près entre 6 000 et 10 000 arbres depuis que vous avez commencé, c'est ça? Alors, en fait, ça part d'une observation. J'ai acheté une vigne il y a presque 30 ans, et cette vigne est au milieu des arbres. Et c'est un cinsault, et le cinsault, les peaux sont fines, et c'est des gros grains. Et il s'abîme facilement. Il ne faut pas le ramasser trop mûr, sinon il s'abîme. Et mon père était vivant, il me disait, va ramasser le cinsault, là-haut, à Valinière, parce qu'il sera abîmé. Donc je monte, je regarde, et la vigne était magnifique. Je descends, je dis à mon père, non, écoute, on va attendre que ça mûrisse un peu plus, parce que, l'année suivante, pareil. Et je me rends compte que les cinsaults qu'il y a dans les terres où il n'y a plus de haies, ils s'abîment. Et là-haut, c'est entouré d'arbres, c'est une vigne qui est isolée dans les bois, il ne s'abîme pas. Et donc je regarde, et effectivement, ce que je vous explique après, on a un petit ravageur qui s'appelle le papillon du ver de grappe, qui est un papillon tout petit qui est nocturne. Donc il vit la nuit, pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se faire prédater. Mais seulement il y a un grand prédateur nocturne, c'est la chauve-souris. D'accord. Donc je prends la voiture, le soir je monte là-haut, je regarde, je vois des chauves-souris. Je descends, je vais dans les autres vignes, les autres cinsaults qui sont ailleurs, où le raisin est abîmé, il y a aussi des chauves-souris. Qui ne font pas les mêmes trajets, mais il y a des chauves-souris. Donc je ne comprends pas. Donc qu'est-ce que je fais? Comme pour le ver de terre, j'achète un livre sur les chauves-souris, et bingo, deuxième paragraphe, ils expliquent que la chauve-souris, si elle traverse un grand champ de blé ou une grande vigne, qui n'a pas de haie, elle va émettre ses ultrasons. Mais comme il n'y a pas de retour, comme ça tape nulle part, les ultrasons s'en vont et se perdent. Et ce qui lui revient, ça lui revient, mais avec très peu de son. Donc, elle peut traverser une grande vigne, mais c'est comme si elle conduisait dans le brouillard. Donc, elle ne peut pas chasser. Alors que là-haut, la vigne, où il y avait des arbres tout le tour, les chauves-souris se faisaient un plaisir de faire tout le tour de la vigne, et les colocations tapaient sur les arbres leur revenaient, donc elles le chassaient. Et donc, elles régulaient les vers de grappe. Elles ne les éliminaient pas. J'en trouvais de temps en temps, mais très peu, et pas suffisamment pour qu'on traite. Et donc, je me suis dit, mais donc là, il y a quelque chose à faire avec la haie. Sachant que la haie est aussi un rempart contre notre vent du nord qui est asséchant. Ouais. Donc, côté nord, on plante double haie. Comme ça, le vent vient taper, il est ralenti, il est rafraîchi quand il traverse et il ressort avec moins de brûlure et de sécheresse sur le sol. Donc là, je me dis, on est en 2007-2008, j'avais déjà planté des arbres avant, parce que je sentais que c'était normal, mais je plantais des oliviers. Et malheureusement, l'olivier il pousse d'1 centimètre par an, donc ça avait très peu d'efficacité. Donc j'ai dit, il faut des arbres qui poussent plus vite. Donc on a commencé à planter des acacias, des micocouliers, des sorbiers, des tilleuls, etc.
Et puis surtout des arbres qui font du nectar pour les pollinisateurs. Et donc, on a commencé à planter tout ça autour des vignes. Et là, maintenant, on a des arbres qui commencent à avoir, parce que ça fait 15 ans, qui ont 3, 4, 5 mètres de hauteur. Ouais. Et donc, on n'a pas encore de résultats probants, mais il faut le faire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pour la génération future. Ça, c'est clair. C'est ça, en fait. C'est qu'on se rend compte en venant vous voir qu'il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du temps long, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui investissent et qui aient juste envie de faire ça parce que ça ne vous rapporte rien aujourd'hui. Puis en plus, je ne sais pas s'il y a des subventions ou des choses comme ça, mais... Alors, effectivement, on plante des arbres, ça ne rapporte pas, mais il faut les arroser pendant 2 ans. Après, une fois qu'ils ont pris, c'est bon. Mais les 2 premières années, il faut les arroser. Oui, qui a envie d'investir. Nous, à l'époque, en 2010, 2012, 2013, on a planté en gros 6000 arbres. Et chaque 3 ans, on remplaçait ceux qui étaient morts. Après, chaque année, on rajoutait, il fallait racheter un peu d'arbres et replanter, etc. Donc, c'est effectivement ce qui investit sur une petite structure, quelque chose qui risque, et c'est pas sûr, de rapporter dans 30 ans ou 40 ans. Bon, voilà, enfin, il faut le faire. Voilà. Si on ne le fait pas nous, qui va le faire? Donc, il faut le faire. Et après, une fois que c'est en place et qu'il y a des résultats, les autres vont le faire, mais il faudra du temps, quoi. Mais là, comme les choses s'emballent, j'ai peur que ce soit un peu tard dans 20 ou 30 ans. Bah c'est ça, c'est qu'en fait, là, il faudrait le faire massivement maintenant. Enfin, tout en nourrissant le sol comme vous le faites aussi, mais planter, déjà, laissez pousser les arbres qui poussent autour des vignes. Seulement, le problème, c'est que si vous laissez pousser des arbres autour des vignes, vous ne pouvez plus tourner avec le tracteur. Donc, il faut arranger 2 rangées tout le tour des vignes. C'est ce qu'on a commencé à faire. Non content de rien rapporter, il faut en plus arracher des vignes. Donc, ça parle à personne, ce genre de truc, quoi. Voilà. Donc là, on a commencé. Sur certaines parcelles, on a arraché des rangées. Parce qu'on ne tourne plus avec le tracteur. Après, le tracteur, on l'utilise peu parce que nous, c'est surtout des tracteurs à chenilles. Puis ça veut aussi dire, quelque part, que les paysages qu'on va regarder des vignes demain, si des pratiques comme les vôtres se répandent, vont aussi changer. Parce qu'aujourd'hui, on est habitué à voir ces vignes très rectilignes avec ces fils, etc. Et là, avec cette polyculture, c'est un autre paysage, en fait, qui va se révéler à nos yeux. Beaucoup plus poétique, d'ailleurs. C'est divertissant, déjà. C'est enrichissant pour les yeux, pour l'esprit, pour le corps, pour tout. Mais c'est simplement ce qui se passait il y a 100 ans, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas inventé grand-chose. Et c'est cette mécanisation en outrance qui a été politique, qui a fait qu'on est arrivé à une agriculture excédentaire. On a fait croire aux gens qu'il fallait nourrir la population, mais on n'avait pas besoin d'aller si loin pour la nourrir. C'était surtout pour que économiquement ça devienne un excédent. Mais on a cassé un rythme de vie d'abord, une socialisation dans les villages, etc., etc., quoi. Et donc, avant, on allait se promener dehors. Nous, dans nos vignes, on cueille des poireaux sauvages, on cueille des salades sauvages, on cueille quasiment toute l'année, on peut se nourrir de ce qu'il y a là. Oui, c'est des vignes nourricières, en fait. Exactement, mais si elles nous nourrissent à nous, et que nous, on en mange, ça veut dire qu'il y a une diversité végétale, et c'est ce qui se passe à l'état sauvage, c'est-à-dire qu'il y en a pour tout le monde, quoi. Voilà. Et pour qu'il y en ait pour tout le monde, il faut qu'il y ait un équilibre et une harmonie dans la terre. Et c'est ce que je dis tout le temps. C'est-à-dire que c'est bien de faire de la biodynamie, c'est bien de faire du nature, de la permaculture, etc. Mais l'idéal, c'est l'équilibre ou l'harmonie. Et la nature, pour y arriver à cet équilibre, elle n'a trouvé qu'une solution, c'est par la diversité. Donc, ça passe obligatoirement par la polyculture. Et est-ce que vous pensez que dans 15 ans, dans 30 ans, sur vos terres, ce sera l'abondance contre toute attente et contre peut-être tout ce qui... Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui est un peu... Alors, vous m'aurez posé cette question il y a 10 ans, j'aurais dit oui. Mais là, depuis 2023, c'est la première année où on a canicule et sécheresse en même temps. On n'avait jamais eu ça. C'était un ou l'autre. Donc, ça devient quand même dur. On est optimiste. On continue. On ne lâche pas, ça c'est sûr. Mais ça sera plus dur que prévu. Voilà. Mais... En fait, il y a des gens qui ont raison. Il y a toujours eu des périodes froides et des périodes chaudes. Mais la différence avec avant, c'est que c'était moins rapide. Et donc, le végétal et l'animal avaient le temps de s'adapter. Nous, c'est en 20 ans, là, ou 10 ans. Avant, c'était sur plusieurs siècles.
Donc c'est vrai, il y en a eu avant, hein, il y en a qui disent qu'il y en a toujours eu, oui, mais c'était plus lent. Et c'est cette lenteur qui faisait que le végétal, l'animal, lui, peut partir, hein, c'est moins grave, mais le végétal, pour se déplacer, il faut du temps, quoi. Et l'animal ne peut pas vivre sans le végétal. Donc, le végétal aura du mal à suivre. Et donc, c'est là que ça va coincer. En tout cas, ce qu'on se souhaite, c'est que, que les prises de conscience se transforment aussi en actes, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de gens qui parlent, mais comme vous dites, maintenant, il faut aussi vivre ces territoires et parfois mouiller la chemise, comme vous dites, et se mettre au travail. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots avant qu'on termine quand même sur votre cave, en fait, qui est en pierre de schiste, justement, de la pierre d'ici. Qu'est-ce que vous avez envie de faire avec cette cave, en fait? Alors, quand on dit cave, on dit vin. Et donc, là où il y a du vin, il faut qu'il y ait un minimum d'écart de température. Donc, une cave, obligatoirement, la première des choses qu'on doit penser, c'est de l'enterrer. Donc, nous, on l'a enterré de 7 mètres de profondeur. Et dessus, on a fait une maison en schiste. Tous les schistes ont été maçonnés à la chaux. Et la cave dessous, alors on a respecté les nombres d'or. Et la cave dessous, elle est en voûte. Parce que quand il y a une voûte, l'air circule. Et donc, il n'y a pas de mauvaise odeur. L'air est en circulation permanente. Et ça, c'est très important pour que l'air soit sain et que s'il y a des champignons qui se développent, ils soient sains aussi. Comme on a creusé en profondeur, on veut que la terre respire, donc on n'a pas mis de béton. Donc, à certains endroits, on a les parois rocheuses, la roche-mère. C'est important de respecter tout ça, quoi. Voilà. C'est bien de faire une cave, mais il faut penser d'abord au vin. Quand vous dites que vous avez utilisé le nombre d'or, c'est dans les proportions dans les proportions, exactement. Des pièces? Oui. Ça, c'est un sujet que j'aimerais bien aborder dans les prochains épisodes de Haut et le Beau. Est-ce que, Didier Barral, vous pourriez nous partager, du coup, maintenant qu'on vient de se dire tout ça, ce que le bon évoque pour vous, ce que ça signifie véritablement? Alors, c'est vrai qu'on fait notre huile d'olive, on fait de la farine, on fait nos charcuteries. Vous êtes viticulteur, oléiculteur, céréalier, éleveur, fermier. Nous, on ne dit pas où il est le bon, on va le chercher. Parce qu'on sait où il est, mais il faut aller le chercher. Et donc, il faut que la nourriture devienne une passion. Parce que les olives, il faut les cueillir, le jardin, il faut le faire, enfin voilà, quoi. Donc, le bon, il y est, mais il faut aller le chercher. Mais si on veut fermer la boucle, il faut y aller, quoi. Voilà, il faut le faire soi-même, parce que les cochons, nous, on part du principe qu'un animal, pour qu'il soit en bonne santé, il faut d'abord qu'il ait une bonne sérénité. Donc, les animaux, leur plaisir, c'est la reproduction, la maternité et la nourriture. Donc, la nourriture a une place importante. Toute la journée, ils essayent de chercher à manger. Donc, si le cochon, il est dans un endroit où il n'y a plus d'herbe qui pousse parce qu'il a tout mangé déjà, et que vous ne l'avez pas changé d'endroit, il ne va manger que ce que vous lui amenez, c'est-à-dire des graines. Donc c'est comme vous, si vous êtes à table, tous les jours je viens et je vous amène à manger la même chose. Les premiers jours, vous allez avoir un sourire, mais après, ça ne vous fait plus rien de manger la même chose. Vous vous nourrissez pour vous nourrir. Par contre, si je vous lâche dans la nature et que vous allez picorer à droite à gauche, sachant que chaque fruit ou chaque plante différente a un goût bien spécifique et agréable, vous allez prendre un plaisir immense, quoi. Et donc là, vous aurez toujours le sourire, une félicité en vous qui va vous porter, etc. Et bien les animaux, c'est pareil. S'ils mangent toujours à la même heure la même chose, au bout d'un moment, ils vont s'ennuyer. Ils peuvent même devenir agressifs entre eux. Par contre, s'ils ont la possibilité de choisir leur nourriture, je ne dis pas qu'il ne faut rien leur amener. De temps en temps, on leur amène à manger, mais c'est juste un supplément. Ils gambadent toute la journée. Et donc ces animaux-là, cette sérénité obligatoirement se retranscrit dans la viande et dans le goût de la viande. Donc c'est toute une succession de détails qui fait qu'au bout, il y a quand même une viande qui a un goût vraiment particulier, quoi. Ouais. Et puis peut-être que du coup, tout ça pour le végétal aussi, je ne sais pas s'il y a des études qui montrent tout ça, mais le soin que vous y apportez et l'amour que vous mettez dans tout ce que vous faites pour eux, peut-être qu'aussi dans votre vin, c'est ça qui se dégage. Mais bien sûr, ça ressort dans le vin. Mais bien sûr. Le point principal, c'est le vin. Et il y a tout qui tourne autour, en fait. Et on fait tout en fonction du vin, parce qu'effectivement, si on met les cochons dans la vigne quand il y a les bourgeons ou les raisins, ils vont nous les manger. Même ils seront heureux, ils seront plus qu'heureux. Donc il y a certaines petites règles à respecter, mais tout est autour du vin, quoi. C'est-à-dire que le vin, c'est le pion central et tout est adapté en fonction de la vigne. Voilà.
Et après, le reste, par exemple, quand on met les cochons dans une vigne, ils vont manger les vers de terre. S'il pleut, ils vont fouiner, ils vont manger les vers de terre. Donc, c'est-à-dire que si on met les cochons dans une vigne, de 2 ans ou de 3 ans, on ne les lui remettra pas. Ouais. Pour que ça se refasse. Ouais, pour que ce soit résilient. Voilà. Il ne faut pas non plus faire les choses bêtement, quoi. Et il faut qu'il y ait une certaine réflexion avant d'agir et après que ce soit irréversible, quoi. Voilà. Et alors, quand la terre, il y a une diversité végétale qui est importante parce qu'on a mis des branches broyées, parce qu'on n'a plus labouré, etc., parce qu'on a fait du pâturage, mais les cochons ne sont que plus heureux. Parce que c'est comme nous, quand on arrive, si on a le choix entre 2 ou entre 10, enfin, pour eux, c'est donc, ils commencent toujours par les meilleurs. Juste pour terminer, parce que du coup, on se dit quand même que tout ce qui se passe sur vos terres, c'est un merveilleux écosystème résilient, on le disait, mais aussi presque comme un laboratoire qui pourrait inspirer beaucoup d'autres. Est-ce que des chercheurs, des personnes sont venus vous voir, en fait, parce que vous êtes connus, reconnus est-ce qu'il y a des documentations qui sont envisagées, je ne sais pas, de près ou de loin ou... Alors, après, il y a des gens qui viennent, mais il n'y a pas eu d'études vraiment poussées sur ce qu'on a mis en place. Il y a des gens qui viennent voir par curiosité, des chercheurs, mais après, il n'y a personne qui a voulu aller jusqu'au bout, quoi. Voilà. Alors après, nous, c'est pas qu'on n'en a pas besoin, mais c'est sûr que ça conforterait la méthode, quoi. Voilà. Ça l'a purée. Et puis aussi, peut-être, du coup, ça permettrait à d'autres, moi, c'est surtout pour comment est-ce qu'en fait, ça peut servir d'exemple et pour que d'autres personnes puissent, en s'installant, je pense notamment à beaucoup de jeunes qui aujourd'hui ont envie de faire autrement, qui reprennent des domaines avec d'autres envies, avec d'autres ambitions, qui ont peut-être eu une première vie ailleurs, donc qui arrivent un peu avec certains moyens, enfin je sais pas, mais ça pourrait être une super source d'inspiration. Énorme. Alors, par contre, on a pas mal de jeunes qui viennent faire des stages. Ça oui. On a beaucoup de jeunes qui viennent faire des stages, qui veulent s'installer après, qui veulent, pas spécialement vigne, aussi polyculture, mais on a pas mal de jeunes qui viennent faire des stages. D'accord. Donc si jamais il y a des jeunes là, qui écoutent et qui ont envie il faut nous appeler. Ils peuvent vous appeler. Voilà, ils peuvent vous appeler. Ok. Bien sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter, Didier, par rapport à tout ce qu'on s'est dit là? On peut toujours parler, mais bon, non, dans l'ensemble, je pense qu'on a en gros fait le tour. Après, il y a plein de petits détails mais bon, il y en a pour... Non, et puis est-ce qu'on terminerait pas par un message, je sais pas, que vous aimeriez faire passer, je sais pas à qui ou à... Alors, nous, notre but, c'est que le vin retrouve ses vertus médicinales. Voilà. Ça peut être le message de la fin, bien sûr. Ouais, c'est ça. C'est le but. Parce qu'il avait des vertus médicinales. Malheureusement, il en a perdu beaucoup parce que les racines ne sont pas suffisamment en profondeur. Et puis, malheureusement, il y a beaucoup de produits chimiques qui sont mis dans le vin et dans la vigne. Donc, ça fait partie de nos... Si on peut parler d'objectifs, voilà. Et vous pouvez nous citer 1 ou 2 exemples de vertus médicinales qu'il y a plein d'oligo-éléments, de nutriments dans le vin, ne serait-ce que ça. Ah ben oui. Et ça, c'est bon pour le corps. On va finir là-dessus. Merci beaucoup, Didier. Avec plaisir.